Il y a des destins, comme ça, qui semblent tout droit sortis d'un film. Des histoires où la gloire la plus folle rencontre la tragédie la plus brutale. Eh bien, l'histoire de Marcel Cerdan, c'est exactement ça. Son nom, il nous parle d'une ascension incroyable, d'un amour qui a fait rêver la planète entière, et puis d'une chute. Une chute terrible qui a plongé tout un pays dans le deuil. Alors ensemble, on va essayer de comprendre le parcours de cette icône, de voir comment l'homme a pu devenir un véritable mythe. 28 octobre 1949. Retenez bien cette date. Elle est comme gravée dans la mémoire de la France. C'est le jour où tout a basculé. Le jour où une idole s'est éteinte et où un pays tout entier a perdu l'un de ses plus grands héros. Mais pour vraiment saisir l'impact, l'onde de choc de ce jour-là, il faut revenir en arrière. Il faut d'abord comprendre qui était cet homme. Écoutez un peu ces mots, ils sont de Jean Cocteau, le grand écrivain. Il a dit ça pendant son éloge funèbre, et ça résume tout. C'était l'homme le plus simple et le plus propre. Cerdan était un vrai héros. Il voyait partout les cœurs voler à son passage. C'est fort, non? Parce que ça nous dit qu'au-delà du boxeur, au-delà des poings d'acier, il y avait un homme simple, humble. Cocteau parlait même d'une grâce et d'une phosphorescence de l'âme. Et c'est justement ce mélange, cette simplicité et cette force brute qui a fait de lui bien plus qu'un champion. C'était un héros populaire, quelqu'un que tout le monde aimait. Alors pour vraiment comprendre l'ampleur de la légende Cerdan, il faut paradoxalement commencer par la fin. Il faut commencer par la tragédie. On va donc plonger directement dans cette nuit terrible d'octobre, au-dessus de l'Atlantique. La nuit où tout s'est arrêté, pour lui et pour 47 autres personnes. Et quand on regarde les détails, c'est encore plus terrible. Il était sur le vol FBA-ZN d'Air France. Un Lockheed Constellation, c'était le top du top à l'époque, un avion super moderne. Il allait à New York, mais voilà, le temps était exécrable, alors l'avion a dû se dérouter pour faire une escale aux Açores. Et puis, plus rien. À 2h55 du matin, silence radio. Le contact est perdu. En fait, l'avion s'est écrasé contre une montagne, le Pico de Vara, sur l'île de San Miguel. Il a fallu des heures au secours pour arriver sur place, et le verdict a été terrible, sans appel. Aucun survivant. 0. Sur les 48 personnes à bord. La nouvelle, elle a eu l'effet d'une bombe. Parce que, attention, la mort de Cerdan, ce n'est pas juste la mort d'un grand sportif. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable deuil national. Mais alors pourquoi? Pourquoi cette perte a-t-elle été si immense? Pour le comprendre, il faut qu'on remonte le temps, qu'on aille à la source. Qui était cet homme au juste? D'où venait-il? Pour que la France entière pleure sa disparition. Allez, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. On rembobine donc. Direction le tout début de son histoire. Et cette histoire, elle ne commence pas à Paris, sous les paillettes et les projecteurs. Non, pas du tout. Elle commence bien loin de là, dans la chaleur et la poussière de Casablanca. C'est là que tout a démarré pour celui qu'on allait bientôt surnommer le Bombardier. Et pour comprendre le personnage, il faut vraiment s'arrêter sur ses origines. Marcelin Cerdan, il est né en 1916 à Sidi Bel Abbès, en Algérie française. Sa famille, d'origine espagnole, va ensuite bouger à Casablanca, au Maroc. Et là-bas, c'est la misère, la vraie pauvreté. Le petit Marcel, c'est ce qu'on appelle un enfant de la rue. L'école, c'est pas son truc. Il arrête tout à 11 ans. Ce qu'il aime, c'est taper dans un ballon dans la poussière. Mais son père, Antonio, il a une autre idée. Après plusieurs galères financières, il a une idée un peu folle. Il installe un ring de boxe en plein milieu de son café. Et c'est là, dès l'âge de 8 ans, que Marcel va monter sur le ring pour ses premiers combats. Poussé par son père, qui voyait surtout en lui un moyen de faire bouillir la marmite. Ce qui est fascinant avec Cerdan le boxeur, c'est qu'il est un véritable paradoxe. D'un côté, on l'appelle l'homme aux mains d'argile. C'est fou, non? Ses mains, son outil de travail, c'était aussi son talon d'Achille. Il se les fracturait tout le temps, au point que ça a failli plusieurs fois mettre fin à sa carrière. Et puis de l'autre côté, quand il montait sur le ring, il se transformait. Il devenait le bombardier marocain. Ce surnom, il lui vient d'un promoteur, Jeff Dixon, et il est parfait. Il décrit exactement son style. Une puissance de frappe monumentale, une avalanche de coups, un pressing constant qui asphyxiait ses adversaires. C'était vraiment ça, un mélange de fragilité extrême et de force pure. Et cette force, eh bien, elle va le propulser au sommet et à une vitesse folle. Regardez un peu cette ascension. Il se fait un nom en Afrique du Nord, puis il débarque à Paris en 1937. Un an plus tard, en 1938, il a à peine 21 ans et il est déjà champion de France. L'année d'après, bim, champion d'Europe à Milan. Bon, la Seconde Guerre mondiale arrive et met un peu tout ça en pause, mais dès la Libération, il revient encore plus fort. En 1945, il change de catégorie de poids et redevient champion de France. Et puis en 1948, il récupère son titre de champion d'Europe. Et là, ça y est, la voie est libre, les portes de l'Amérique et du titre mondial s'ouvrent enfin à lui. Et là, on arrive au point culminant de sa carrière. Vraiment le sommet de la montagne, le moment précis où Marcel Cerdan va passer de très grand champion à légende vivante. C'est le soir du combat qui va le faire entrer dans l'histoire, et surtout dans le cœur de tout un peuple.
Regardez ce chiffre, 19 272. C'est le nombre de personnes qui étaient là ce soir-là, le 21 septembre 1948, au Roosevelt Stadium de Jersey City, juste de l'autre côté de la rivière en face de New York. C'est une foule énorme pour l'époque. Et tout ce monde était venu voir le combat pour le titre de champion du monde des poids moyens. D'un côté, l'Américain Tony Zale, qu'on surnommait le roi du chaos, et de l'autre, notre challenger français, Marcel Cerdan. Mais en fait, le vrai spectacle, il n'est pas là. Il est à des milliers de kilomètres de là, en France. Faut se remettre dans le contexte. Pas de télé à l'époque. Tout se passe à la radio. Et ce soir-là, la France s'est littéralement arrêtée de vivre. Dans les cafés, à la maison, tout le monde est pendu au poste de radio. La consommation d'électricité a fait un bond de 170 000 kWh. C'est dingue. Ça montre bien qu'un pays entier, un pays qui sort à peine de la guerre, avait mis tous ses espoirs, toute sa fierté sur les épaules de cet homme. Il ne boxait pas juste pour un titre, il boxait pour nous tous. Alors, ce combat, comment ça s'est passé ? Eh bien, dès le début, Cerdan fait du Cerdan. Il impose son rythme, il avance sans cesse. Il matraque Zale avec ses fameuses séries de crochets. Il domine complètement, round après round. Et puis, on arrive au 11e round. Là, à la toute dernière seconde, juste avant le gong, Cerdan lui envoie un crochet du gauche d'une violence mais incroyable. Zale s'écroule, KO. Il est sauvé par le gong in extremis, mais c'est fini. Ses entraîneurs le ramènent dans son coin, il est complètement sonné. Impossible pour lui de reprendre au 12e round. L'arbitre n'a pas le choix, il arrête le combat, et voilà, Marcel Cerdan est champion du monde. C'est un moment historique, c'est le tout premier non-américain à décrocher ce titre si prestigieux. Cette victoire, elle va déclencher une vague d'euphorie dans toute la France, un truc de fou. Son retour au pays est triomphal, il n'y a pas d'autre mot. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Paris, juste pour l'apercevoir, l'acclamer. Il est même reçu à l'Élysée par le président de la République, Vincent Auriol, comme un chef d'État. Et puis, il y a ce geste si symbolique. Il va raviver la flamme sur la tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. La consécration finale, c'est son entrée au musée Grévin. Sa statue de cire y est installée, et devinez à côté de qui ? Juste à côté de celle d'Édith Piaf. Un petit signe du destin, peut-être ? Mais voilà, comme dans toutes les grandes tragédies, après le sommet, il y a souvent la chute. On entre maintenant dans les derniers mois de sa vie. Une période où tout va être chamboulé. Sa vie privée, sa carrière, tout va être bousculé par des forces très puissantes. L'amour, la défaite. Et puis, au bout du chemin, la fatalité. Il faut savoir que Cerdan, à ce moment-là, il mène une sorte de double vie. D'un côté, il y a la famille à Casablanca, son épouse Marinette, avec qui il est marié depuis 1943, et leurs 3 garçons. C'est son port d'attache, ses racines. Et de l'autre côté, il y a la passion. Une passion dévorante pour Édith Piaf. Ils se sont rencontrés à New York en 1946, et c'est le début d'une histoire d'amour légendaire. L'idylle entre la môme et le bombardier marocain, ça a fasciné le monde entier. Lui, il était complètement tiraillé entre ces 2 vies, essayant de protéger sa famille tout en vivant cet amour fou sous les yeux du public. Et c'est en plein dans cette situation personnelle un peu compliquée qu'arrive une épreuve sportive terrible. Le 16 juin 1949, il est à Détroit pour défendre son titre mondial contre un certain Jake LaMotta. Et là, le combat tourne au cauchemar. Dès le premier round, il tombe. Et sur la chute, il se déchire les ligaments de l'épaule gauche. Mais il est incroyablement courageux. Il continue à se battre avec un seul bras. Il encaisse les coups de LaMotta. Mais la douleur, elle est insupportable. Il est obligé d'abandonner avant le 10e round. Il perd son titre. Et pour lui, c'est plus qu'une défaite. C'est une injustice. Il est persuadé que sans cette blessure, il n'aurait jamais perdu. Forcément, une revanche est tout de suite organisée. C'est devenu une obsession pour Cerdan. Il doit récupérer son titre. Le combat est prévu pour le 2 décembre à New York. Fin octobre 1949, il est à Paris, prêt à prendre le bateau pour aller s'entraîner aux États-Unis. Mais Édith Piaf est déjà à New York. Et elle lui manque, elle se sent seule. Alors elle l'appelle. Et elle lui dit cette phrase qui est devenue tristement célèbre. « Prends l'avion, le bateau c'est trop long ». Alors lui, pour la rejoindre plus vite, et aussi pour commencer son entraînement plus tôt, il change tout, il annule son billet de bateau, et il fonce à l'aéroport d'Orly. Et c'est comme ça que la boucle se boucle. On revient à notre point de départ, cette nuit tragique au-dessus des Açores. La mort de Cerdan, qui arrive à ce moment précis, au sommet de sa gloire, en route pour reprendre son titre et retrouver la femme qu'il aime, c'est ça qui va le faire passer de l'histoire à la légende. On aborde maintenant la dernière partie de notre récit. Pour bien mesurer ce que le monde de la boxe a perdu ce jour-là, il suffit de jeter un œil à son palmarès. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est tout simplement monstrueux. Sur 114 combats officiels, il a gagné 110 fois. 110, dont 65 par KO.
Il n'a perdu que 4 fois, et sur ces 4 défaites, il y en a 2 par disqualification et une à cause de sa blessure contre la Mota. Ces chiffres, ils sont bruts, mais ils montrent une domination quasi absolue sur son sport. Il n'y a pas de débat, c'était l'un des plus grands boxeurs de toute l'histoire. Et la reconnaissance de son talent, elle ne s'est pas du tout arrêtée avec sa mort, bien au contraire. Tout de suite, en 1949, il est cité à l'Ordre de la Nation, il reçoit la Légion d'honneur à titre posthume. Le magazine de boxe le plus respecté, Ring Magazine, élit son combat contre Tony Zal, combat de l'année 1948. Et puis bien plus tard, en 1991, c'est la consécration ultime, il entre à l'International Boxing Hall of Fame, c'est le panthéon de la boxe mondiale. Son nom est désormais gravé aux côtés des plus grandes légendes. Le matin où la nouvelle est tombée, la France s'est réveillée sonnée, sous le choc. Il y a ce titre du journal L'Équipe qui résume tout le drame. C'est d'une force, volant vers la victoire, Marcel Cerdan a rencontré la mort. Tout est dit. Il n'allait pas juste à un combat, non, il volait pour reconquérir sa gloire. Sa mort, ce n'est pas juste une fin, c'est une interruption. Brutale. Et c'est justement ce destin inachevé qui va forger sa légende pour toujours. Alors, aujourd'hui, plus de 70 ans après sa mort, on peut se poser la question. Oui, sa carrière a été stoppée net. Oui, sa vie a été fauchée en plein vol. Mais son nom, il résonne encore aujourd'hui. Son histoire, on continue de la raconter, elle continue de fasciner, d'émouvoir. Alors, est-ce qu'un champion meurt vraiment tant que son histoire continue de vivre? C'est sur cette question que nous laisse l'incroyable destin de Marcel Cerdan.